Chapitre 11. Soignez les détails. Les déclarations enflammées, les grands gestes éveillent la méfiance. L'autre se demande pourquoi vous vous donnez tant de mal pour tenter de lui plaire. En fait, ce sont les détails, les petites attentions qui charment le mieux. Apprenez à distraire votre victime par 1000 témoignages de votre intérêt. Cadeaux personnalisés, vêtements et bijoux à son goût, sollicitude qui montre l'importance qu'elle revêt à vos yeux. Faites-en une fête pour les sens. Fascinée par le spectacle auquel vous la conviez, elle ne remarquera pas vos desseins véritables. Apprenez à lui suggérer subtilement les sentiments que vous souhaitez inspirer. L'effet d'hypnose. En décembre 1898, les ambassadeurs des 7 principaux pays occidentaux en Chine reçurent une étrange invitation. L'impératrice douairière Cixi, alors âgée de 63 ans, allait donner dans la cité interdite un banquet en l'honneur de leurs épouses. Les gouvernements occidentaux n'étaient guère favorables à l'impératrice douairière, et ce à plusieurs titres. Elle était mandchoue, une ethnie du Nord qui avait conquis la Chine au début du XVIIe siècle et fondé la dynastie Qing, au pouvoir depuis près de 3 siècles. Dans les années 1890, les États d'Occident avaient assuré leur mainmise dans plusieurs régions de la Chine qu'ils considéraient comme une contrée arriérée. Ils voulaient moderniser le pays, mais les Mandchous, très conservateurs, renaclaient. Au début de 1898, l'empereur Guangxu, neveu de l'impératrice douairière, âgé de 27 ans, avait néanmoins engagé une série de réformes à la grande satisfaction de l'Occident. Une centaine de jours plus tard, les diplomates occidentaux apprenaient que l'empereur était gravement malade et que l'impératrice douairière avait pris le pouvoir. C'était louche, sans doute une manigance pour arrêter les réformes. L'empereur avait dû être empoisonné, peut-être était-il même déjà mort. Au reçu de cette étrange invitation, les diplomates mirent en garde leurs épouses. Il fallait se méfier de l'impératrice douairière. Fourbe et cruelle, cette obscure concubine de l'empereur défunt était parvenue au fil des ans à un immense pouvoir. En Chine, on la craignait beaucoup plus que l'empereur en personne. Aujourd'hui, les eunuques de la cour, en uniforme éblouissant, firent entrer en grande pompe dans la cité interdite les 7 invités de marque assises dans des chaises à porteurs. Elles étaient vêtues à la dernière mode occidentale. Corsets étroitement lacés, longues robes de velours à manches gigots, crinolines et chapeaux à plumes. Les habitants du palais contemplaient d'un air ébahi leurs toilettes, notamment leurs audacieux décolletés. Ces dames se rengorgeaient, certaines d'avoir impressionné leurs hôtes. Dans la salle d'audience, elles furent accueillies par les princes et princesses, ainsi que par des membres mineurs de la famille impériale. Les femmes portaient leurs somptueux costumes mandchous, avec sur la tête les hautes coiffes traditionnelles noires incrustées de pierreries. Alignées selon leur ordre hiérarchique, leurs robes formaient un admirable arc-en-ciel de couleurs. On servit le thé dans des tasses de porcelaine fort délicates, puis on escorta les invités jusqu'à la souveraine. Une vision qui, par sa splendeur, leur coupa le souffle. L'impératrice douairière, assise sur le trône du dragon, incrusté de pierres précieuses, portait une lourde robe de brocart, une extraordinaire coiffe incrustée de diamants, de perles et de jade, et un énorme collier de perles parfaitement identique. Malgré sa très petite taille, elle paraissait immense sur ce trône et dans cet apparat. Elle adressa aux épouses des diplomates un sourire plein de chaleur et de sincérité. À leur soulagement, elles reconnurent l'empereur, assis sur un trône plus petit à côté de sa tante. Il était pâle, mais les salua avec enthousiasme et semblait de bonne humeur. Peut-être n'était-il que malade. L'impératrice serra la main de chaque invité et y déposa une lourde bague en or ornée d'une perle que lui présenta un eunuque.
Après cette cérémonie d'accueil, le thé fut à nouveau servi dans une autre antichambre, d'où l'on passa dans la salle du banquet. L'impératrice prit place dans un fauteuil revêtu de satin jaune, couleur de la couronne impériale, et parla un moment avec ses invités. Elle avait une voix ravissante. On disait qu'elle pouvait faire descendre les oiseaux des arbres. À la fin de la conversation, elle serra de nouveau les mains à la ronde en déclarant avec émotion « Une famille, tous, une seule famille ». Les invités furent alors conviés à un spectacle au théâtre impérial. Après quoi l'impératrice les reçut chacune individuellement, s'excusant de la piètre qualité de la pièce qu'elle venait de voir, certainement inférieure au spectacle qu'elle voyait en Occident. On servit encore une fois le thé. L'impératrice s'avança et porta à ses lèvres chaque tasse de thé pour en prendre une gorgée, avant de nous l'attendre en répétant « Une famille, tous, une seule famille », racontera l'épouse de l'ambassadeur des États-Unis. Après quoi ces dames furent comblées de cadeaux, puis raccompagnées à leur chaise à porteurs qui les reconduisirent hors de la cité interdite. Les épouses conquises chapitrèrent de bonne foi leur mari. Ils s'étaient trompés sur le compte de l'impératrice. Elle était gaie et heureuse, rapporte encore le témoin cité. Elle rayonnait de bienveillance, sans la moindre trace de cruauté. Ses gestes étaient pleins de chaleur et de spontanéité. Nous repartîmes pleines d'admiration pour Sa Majesté et d'espoir pour la Chine. Les ambassadeurs firent dûment leur rapport à leur gouvernement. L'empereur allait bien, et l'impératrice était digne de confiance. Interprétation. Les étrangers séjournant en Chine n'avaient pas la moindre idée de ce qui se tramait dans la cité interdite. En réalité, l'empereur avait conspiré pour faire arrêter sa tante, l'assassiner peut-être. Ayant démasqué ce complot, crime abominable selon les valeurs confucéennes, celle-ci l'obligea à signer son acte d'abdication et l'assigna à résidence en faisant savoir qu'il était malade. En châtiment, il était tenu d'apparaître dans les cérémonies officielles et de se comporter comme si rien n'était arrivé. L'impératrice douairière n'avait que répugnance et mépris pour les Occidentaux, qu'elle tenait pour des barbares. Elle détestait ces femmes d'ambassadeurs, leurs toilettes grotesques et leurs minauderies. Le banquet était une mascarade destinée à endormir la méfiance des Occidentaux qui auraient envahi le pays si l'empereur avait été tué. L'objectif de cette manœuvre séductrice était d'éblouir ces dames avec des couleurs, du spectacle, du théâtre. L'impératrice y avait consacré tous ses talents, et elle avait un véritable génie du détail. La réception allait crescendo dans la somptuosité. D'abord les splendides uniformes des eunuques, puis les princesses mandchoues avec leurs coiffes rutilantes de joyaux, et enfin l'apparition grandiose de l'impératrice en personne. Tout cela n'était qu'une mise en scène, mais elle était spectaculaire. L'impératrice s'était ensuite appliquée à humaniser tant de grandeur par des cadeaux, des salutations chaleureuses, la présence rassurante de l'empereur. Elle avait enfin conclu sur le clou de la journée, le partage symbolique des tasses de thé et une seconde tournée de cadeaux encore plus somptueux. À la fin de la journée, les femmes des ambassadeurs avaient le vertige. Jamais elles n'avaient vu autant de splendeur exotique, et jamais elles ne devinèrent à quel point l'impératrice avait soigné jusqu'au moindre détail. Charmées par le spectacle, elles en accordèrent tout le bénéfice à l'impératrice et lui accordèrent leur approbation. C'était tout ce que celle-ci demandait. Le secret pour distraire les autres, et qu'est-ce que séduire sinon distraire, est de saturer leurs yeux et leurs oreilles avec des colifichets, des couleurs, de petits rituels. C'est l'attention aux détails qui donne aux choses substance et réalité. Quand on reçoit un cadeau judicieusement choisi, on ne se pose pas de questions sur les motivations du donateur. Une succession de petits gestes charmants enchante, des bijoux, meubles et vêtements de goût éblouissent.
il réveille un émerveillement enfantin auquel nous préférons nous abandonner plutôt que d'analyser l'impression d'ensemble. Plus vous solliciterez le sensoriel, plus la fascination sera totale. Les objets, cadeaux, vêtements, etc., qui vous servent à séduire parleront à votre place. Et ils sont éloquents. N'omettez jamais un détail, ne laissez rien au hasard. Orchestrez un spectacle mémorable, et personne ne songera qu'il s'agit là d'une pure manipulation. L'appel des sens. Le prince Genji, séducteur consommé quoique vieillissant, vivait à la cour des Heian à la fin du Xe siècle. Un messager vint un jour l'avertir de la mort subite d'une de ses conquêtes de jeunesse. Celle-ci laissait une orpheline du nom de Tamakazura. Genji n'en était pas le père, mais il décida de prendre la jeune fille sous sa protection à la cour. Elle était à peine arrivée que de grands personnages se mirent à la courtiser, car Genji l'avait présentée comme le fruit d'une de ses aventures, et tous supposaient qu'elle était belle, Genji étant le plus bel homme de la cour. Précisons qu'à l'époque, il était rare qu'un homme aperçût avant le mariage le visage d'une jeune fille. Il n'avait le droit de lui parler qu'à travers un paravent. Genji combla sa protégée d'attention et l'aida à trier les nombreuses lettres d'amour qu'elle recevait afin de la conseiller sur le meilleur choix à faire. En qualité de protecteur de Tamakazura, Genji avait le droit de la voir à visage découvert. Et il est vrai qu'elle était belle. Il tomba amoureux. Quel dommage, se disait-il, d'abandonner à un autre cette charmante créature. Un soir, conquis par ses charmes, il lui prit la main et lui déclara à quel point elle ressemblait à sa mère qu'il avait jadis aimée. La jeune fille se mit à trembler. Ce n'était pas d'excitation mais de peur. Il avait beau ne pas être son père, il était censé se comporter en tuteur et non en soupirant. Les servantes étaient parties et la nuit était délicieuse. Genji se débarrassa sans un mot de son kimono parfumé et la fit allonger à côté de lui. Elle se mit à pleurer et lui résista. Toujours chevaleresque, il lui assura qu'il respecterait sa volonté, s'occuperait toujours d'elle et qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Puis, courtoisement, il la quitta. Quelques jours plus tard, alors que Genji aidait Tamakazura à faire sa correspondance, il tomba sur une lettre d'amour de la main de son propre frère cadet, le prince Otaru, qui était l'un de ses soupirants. Otaru se plaignait que Tamakazura ne l'ait jamais laissé approcher assez près pour qu'il pût lui exprimer ses sentiments. Tamakazura ne lui avait pas répondu, intimidée et peu coutumière des usages de la cour. Sous couvert de l'aider, Genji demanda à l'une des servantes d'écrire à Otaru au nom de Tamakazura. La lettre, rédigée sur un joli papier parfumé, invitait chaleureusement le prince à lui rendre visite. Otaru se présenta à l'heure dite. Une mystérieuse odeur d'encens, mêlée au parfum de Genji, flottait dans la pièce. Otaru, le cœur battant, s'approcha du paravent derrière lequel était assise Tamakazura et lui déclara son amour. Sans un bruit, elle se retira un peu plus loin derrière un autre paravent. Il y eut un éclair soudain, comme si une torche avait un instant flambé, et Otaru aperçut en ombre chinoise le profil de la jeune fille projetée sur l'écran. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Émerveillé par ce brusque éclat de lumière et par le profil de sa bien-aimée un instant entrevu, le prince tomba véritablement amoureux. Il se mit à faire à Tamakazura une cour assidue. La jeune fille, soulagée que sa présence tienne Genji à distance, se mit à le voir plus souvent. Cependant, elle ne pouvait se défendre de remarquer certains détails. Les kimonos de Genji resplendissaient de couleurs admirables, presque surnaturelles. En comparaison, ceux d'Otaru paraissent ternes. Quant au parfum qui embaumait les vêtements de Genji, comme ils étaient grisants. Nul autre ne savait se parfumer de la sorte.
Les lettres d'Otaru étaient certes polies et bien tournées, mais celles qu'envoyait Genji étaient calligraphiées sur un somptueux papier de couleur parfumée et agrémentées de citations poétiques avec un à-propos qui la surprenait toujours. Genji savait aussi cultiver des fleurs, des œillets sauvages. Aux yeux de Tamakazura, elle symbolisait le charme unique de cet homme. Un soir, Genji proposa à Tamakazura de lui apprendre à jouer du koto. Elle accepta ravie. Elle était grande lectrice de romans sentimentaux et chaque fois que Genji jouait du koto, elle se sentait transportée dans une ambiance romanesque. Genji était un virtuose de cet instrument. Ce serait un honneur pour elle d'avoir pareil maître. Désormais, ils se voyaient souvent. La méthode d'enseignement de Genji était simple. Elle choisissait un chant, lui le jouait, et elle essayait de l'imiter. Après la musique, ils s'étendaient côte à côte, la tête sur le koto, et regardaient la lune. Genji faisait allumer dans le jardin des torches dont la douce lumière baignait la scène. Plus Tamakazura faisait connaissance avec la cour, le prince Otaru, ses autres soupirants, l'empereur en personne, plus elle estimait que nul ne pouvait se comparer à Genji. Bien sûr, il était censé être son tuteur, mais était-ce un péché que de tomber amoureuse de lui? Dans sa perplexité, elle finit par s'abandonner aux caresses et aux baisers avec lesquels il osa peu à peu la surprendre. Elle était devenue trop faible pour lui résister. Interprétation. Genji est le héros d'un roman du XIe siècle, le dit du Genji, écrit par une dame de la cour de Heian, Murasaki Shikibu. Il est plus que probable que ce personnage fut inspiré par un séducteur qui a bel et bien existé, Fujiwara no Korechika. Pour séduire Tamakazura, la stratégie de Genji est simple. Sans un mot, par la simple accumulation de subtils détails, il veut lui faire prendre conscience de son charme irrésistible. Il arrange un rendez-vous avec son frère, personnage falot et coincé qui lui servira de faire valoir. Le soir où Otaru vient la voir pour la première fois, Genji met en scène la rencontre comme s'il voulait aider Otaru à séduire la jeune fille. Le parfum mystérieux, la lumière soudaine derrière le paravent, un lâcher de luciole, c'est lui. Quand Tamakazura constate que Genji encourage Otaru à lui faire la cour, elle cesse de se méfier de son tuteur, avec pour conséquence qu'elle se laisse toucher par ses multiples charmes. Celui-ci veille au raffinement du moindre détail, le papier à lettres parfumé, les kimonos somptueux, les torches dans le jardin, les œillets sauvages, la poésie choisie, les cours de koto. Tout cela crée une irrésistible impression d'harmonie, et Tamakazura s'abandonne à cette ivresse des sens. Sachant que des paroles ou des actes n'auraient fait qu'aggraver sa timidité et sa méfiance, Genji l'a assiégé d'objets, de spectacles, de sons, d'arômes, qui symbolisent le plaisir de sa compagnie mieux que ne le fait sa présence physique, encore perçue comme une menace. Les sens de la jeune fille, il le sait, sont chez elle ce qu'il y a de plus vulnérable. Le secret de la mise en scène magistrale de Genji est l'attention qu'il consacre à l'objet de son désir. Comme lui, mettez vos sens en résonance avec ceux de votre cible. Observez-la attentivement, collez à ses changements d'humeur. Quand elle se met sur la défensive, faites machine arrière. Quand elle s'abandonne, allez à sa rencontre. Entre-temps, choisissez précisément les détails de votre mise en scène selon ses goûts. Cadeaux, spectacles, vêtements que vous portez, fleurs que vous lui offrez. Genji connaissait la prédilection de la jeune fille pour les romans sentimentaux, d'où les bouquets de fleurs sauvages, la musique de koto, les citations poétiques qui la transportaient dans cet univers romanesque. Répondez à chaque geste. Prévenez chaque désir de votre cible. Prouvez-lui votre attention par les menus objets dont vous l'entourez, le décor que vous créez autour d'elle,
saturez ses sens avec l'humeur que vous devez lui inspirer. Elle peut réfuter vos paroles, mais elle ne pourra se défendre de la conquête de ses sens. Selon mon avis, il me semble que le moyen duquel le courtisan doit user pour donner à Connoistre l'amitié qu'il porte à une dame doit être de lui montrer par contenance plus toste que par parole, pour ce que véritablement on connoisse mieux l'affection d'amour par un sousprits, un respect, une crainte, que par 1000 paroles. Baldassare Castiglione. Les clés de la séduction. Quand nous étions enfants, nos sens étaient plus affûtés qu'à présent. La couleur d'un nouveau jouet nous émerveillait, un numéro de cirque nous ravissait, une odeur, un son nous fascinait. Dans beaucoup de nos jeux, nous imitions le monde des adultes avec un sens du détail qui faisait notre joie. Rien ne nous échappait. Avec l'âge, les sens s'émoussent. Dans notre hâte d'agir, de vite passer à la tâche suivante, nous portons à ce qui nous entoure une attention moins aiguë. La manœuvre de séduction consiste pour une part à ramener sa cible à l'âge d'or de son enfance. Un enfant est plus facile à tromper qu'un adulte, car il est moins logique, mais il est aussi plus ouvert au plaisir des sens. Lorsque votre cible est en votre présence, soustrayez-la à la bousculade égoïste du monde réel. Ralentissez le rythme des choses, ramenez-la à la délicieuse simplicité de sa jeunesse. Dans les détails que vous mettez en scène, les couleurs, les cadeaux, les petites cérémonies, visez sa sensorialité, le plaisir que prend l'enfant à l'immédiateté du monde naturel. Si vous comblez ses sens, elle sera moins gouvernée par sa raison. Par ailleurs, vous constaterez aussi que l'attention que vous déploierez vous rendra moins pressant. Votre prévenance empêchera votre cible de se douter de ce que vous voulez vraiment, ses faveurs sexuelles, du pouvoir, etc. Le monde sensoriel de l'enfance dont vous l'enveloppez lui donne la perception claire que vous l'entraînez dans un autre monde, distinct du monde réel. Ce point est un ingrédient fondamental du processus de séduction. N'oubliez pas, plus vous amènerez l'autre à focaliser son attention sur les petites choses, moins il ou elle prendra conscience de la direction générale de vos efforts. La séduction se produira avec la lenteur hypnotique d'un rituel où chaque détail revêt un sens particulier et chaque moment une ampleur solennelle. L'empereur Ming Huang, qui régnait en Chine au 8e siècle, aperçut un jour une belle jeune femme qui se coiffait au bord d'un bassin de la résidence impériale. Elle s'appelait Yang Kuei-fei. C'était la concubine du propre fils de Ming Huang, mais celui-ci voulut se l'approprier. Puisqu'il était empereur, il avait tous les droits. C'était pourtant un homme pragmatique. Il ne lui était jamais arrivé de perdre la tête pour aucune de ses nombreuses concubines. Mais Yang Kuei-fei était différente. Son corps dégageait une fragrance exquise. Ses robes, coupées dans la gaze de soie la plus fine, étaient brodées de fleurs variées selon la saison. Quand elle marchait à petits pas, les pieds cachés par l'ourlet de sa robe, elle semblait flotter au-dessus du sol. Elle dansait à la perfection, composait des chants en son honneur qu'elle interprétait elle-même de sa voix ravissante, et elle avait une façon de le regarder qui lui faisait bouillir les sangs. Elle devint bientôt sa favorite. Par la place qu'elle prit peu à peu dans sa vie, Yang Kuei-fei détourna l'empereur de toutes ses tâches de souverain. Il lui construisait des palais, passait tout son temps avec elle, à la merci de ses moindres caprices. Il ne lui fallut pas longtemps pour mener le pays à la ruine. Yang Kuei-fei était une séductrice consommée qui ravagea la vie de tous les hommes qui croisèrent son chemin. Ses parfums, ses robes brodées, sa voix, ses gestes, ses regards suggestifs, sa conversation pleine d'esprit, tous ces multiples détails firent d'un puissant souverain un enfant distrait.
Depuis la nuit des temps, les femmes savent que l'homme le plus déterminé, en apparence, est un animal qu'elles peuvent mener à leur guise en satisfaisant ses sens. Le secret est de l'étourdir par autant de biais que possible. La voix, les regards, les gestes, la démarche, les toilettes. Certaines des séductrices les plus irrésistibles de l'histoire accaparaient tellement les sens de leurs amants que ceux-ci ne s'apercevaient même pas qu'elles les enivraient d'illusions. Des années 1940 au début des années 1960, Pamela Churchill Harriman eut une série de liaisons avec les hommes les plus connus et les plus riches du monde. Entre autres Averell Harriman, qu'elle finira par épouser des années plus tard, Gianni Agnelli, héritier de l'Empire Fiat, et le baron Élie de Rothschild. Ce qui, chez Pamela, avait irrésistiblement attiré ces hommes et les gardait à sa merci, ce n'était ni sa beauté, ni sa naissance, ni sa vivacité, c'était son sens raffiné du détail. Il y avait d'abord son regard attentif quand elles buvaient chacun de leurs mots et s'imprégnaient de leur goût. À peine l'avaient-ils reçu chez eux qu'elles décoraient toute la maison de leurs fleurs favorites et avaient convaincu leur cuisinier de préparer des recettes que l'on ne goûtait que dans les meilleurs restaurants. Ils mentionnaient le nom d'un artiste qui leur avait plu. Quelques jours plus tard, celui-ci était présent à l'une de ces soirées. Elles dénichaient pour eux d'admirables œuvres d'art, s'habillaient de la façon qui leur plaisait et les excitait le plus. Et tout cela sans dire un mot. Elles les espionnaient, se renseignaient auprès de tiers, attrapaient au vol telle ou telle remarque. Son goût du détail enivra tous les hommes dont elle partagea la vie. Cela avait quelque chose des soins d'une mère pour son enfant. Elle les entourait d'ordre et de confort, se souciait de tous leurs besoins. Dans cette existence où règne une lutte féroce, choyer l'autre, à force d'attention, le rend dépendant de vous. Le secret est de répertorier ses besoins sans en avoir l'air. La singulière justesse de vos gestes de sollicitude le laissera pantois, comme si vous lisiez dans ses pensées. Veiller à tous les besoins de l'autre est une autre façon de le faire revenir à l'enfance. Aux yeux d'innombrables femmes, Rudolph Valentino fut pendant les années 1920 l'archétype de l'amant idéal. Certes, il devait son attrait à sa prestance, à son visage d'une étrange finesse et à ses talents de danseur, le tout agrémenté d'un excitant soupçon de cruauté. Mais son atout majeur était la cour méticuleuse qu'il faisait aux femmes dans ses films, avec lenteur, méthodiquement. Il envoyait les fleurs, les choisissant en fonction de l'humeur qu'il souhaitait susciter. Il prenait la main de sa dulcinée, lui allumait sa cigarette, l'emmenait au clair de lune, l'entraînait sur la piste de danse. C'était l'époque du cinéma muet. Son public n'entendit jamais le son de sa voix. Tout était dans ses gestes. Les hommes le haïssaient, car leurs femmes comme leurs maîtresses attendaient d'eux qu'il se comporte comme Rudolph Valentino. Celui-ci avait un côté féminin. On disait de lui qu'il faisait la cour à une femme comme une autre femme l'aurait fait. Mais la féminité n'est pas indispensable dans cette façon d'envisager la séduction. Au début des années 1770, le prince Grigori Potemkin eut une longue liaison avec l'impératrice de Russie, la Grande Catherine. Potemkin était un homme viril et sans la moindre beauté physique. Cependant, il gagna le cœur de l'impératrice grâce à toutes les attentions dont il l'entourait, et cet attachement ne se démentit pas. Il la comblait de cadeaux merveilleux, lui adressait inlassablement de longues lettres, organisait pour elle toutes sortes de distractions, composait des chants en hommage à sa beauté. Et pourtant, il n'hésitait pas à se présenter devant elle pieds nus, hirsute, dans une mise négligée. Il n'y avait rien de raffiné dans ses attentions, mais elle prouvait, avec éclat, que pour elle, il serait allé jusqu'au bout du monde. Les sens féminins sont plus affûtés que ceux d'un homme. Pour une femme, la sensualité exubérante d'une Yang Kuei-fei irait trop droit au but.
La morale de cette histoire, c'est qu'un homme doit prendre son temps pour séduire une femme. Faire de la séduction un rituel plein de petites attentions. C'est à ce prix qu'il parviendra à la faire manger dans sa main. Dans la séduction, tout est porteur de sens et rien ne l'est davantage que le vêtement. Peu importe que votre tenue soit originale, élégante, provocante. Ce qui importe, c'est qu'elle corresponde au goût de la personne que vous voulez séduire. Lorsque Cléopâtre voulut conquérir Marc-Antoine, elle ne se déguisa pas en fille de joie. Elle s'habilla en déesse grecque, connaissant le faible qu'avait le triumvir pour les divinités. Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, connaissait le point faible du roi. Tout l'ennuyait. Elle variait constamment sa mise, changeant non seulement de couleur mais aussi de style, offrant au roi un spectacle toujours renouvelé. Pamela Harriman, elle, s'habillait avec classicisme, fidèle à son rôle de geisha de la haute société et au goût sombre de ses compagnons. Vous pouvez jouer sur les contrastes. Au travail ou chez vous, choisissez la simplicité. Dans l'intimité, Marilyn Monroe allait vêtue d'un jean et d'un t-shirt. Mais quand vous sortez en galante compagnie, raffinez votre toilette, comme si vous vous déguisiez. Tel Cendrillon, transformez-vous pour susciter le désir et donner l'impression de vous être paré en l'honneur de la personne qui vous accompagne. Dès lors que votre mise est personnalisée pour lui être agréable, pour quelqu'un d'autre, vous vous habilleriez autrement, son pouvoir séducteur est infiniment plus convaincant. En 1870, la reine Victoria d'Angleterre s'aperçut que son premier ministre, Benjamin Disraeli, lui faisait la cour. Il avait un parler suave et des façons ambiguës. Il lui envoyait des fleurs et des cadeaux, mais pas ceux que n'importe quel homme aurait offerts. Ainsi, les fleurs étaient des primevères, symbole de leur belle et simple amitié. De ce jour, la vue d'une primevère fut liée pour la reine à la pensée de Disraeli. Il lui écrivait pour la Saint-Valentin, « Au crépuscule de son existence, il lui est échu une vie d'angoisse et de dur labeur. Mais cette existence a aussi son charme, puisque ce labeur est consacré à la plus gracieuse des créatures. » Ou bien il lui envoyait un petit paquet, sans autre inscription qu'un Bristol, portant d'un côté un cœur percé d'une flèche, et de l'autre le mot « fidèlement ». La reine tomba amoureuse de son ministre. Un cadeau possède un très grand pouvoir de séduction, mais l'intention compte plus que le cadeau lui-même. Son choix doit être subtil, touchant. Allusion à un épisode du passé de l'autre, symbole intime que vous partagez, expression de votre désir de plaire. Ce n'est pas l'argent dépensé par Disraeli qui touchait la reine Victoria, mais le temps qu'il prenait pour trouver l'idée, choisir le geste. Les cadeaux coûteux ne sont guère porteurs de sentiments. Ils peuvent faire brièvement plaisir, mais sont aussi vite oubliés qu'un nouveau jouet dont un enfant se lasse, tandis qu'un objet qui reflète une attention spéciale du donateur conserve une charge sentimentale qui ressurgit chaque fois que le bénéficiaire le voit. En 1919, l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio, héros de la Première Guerre mondiale, réunit une bande de partisans et s'empara de Fiume, une ville située sur une partie aujourd'hui slovène de la côte de l'Adriatique. Les rebelles y établirent leur propre gouvernement, qui dura plus d'1 an. D'Annunzio faisait à Fiume des apparitions à grand spectacle. Il ferait bientôt école ailleurs. Il haranguait la foule du haut d'un balcon dominant la grande place, décoré de bannières, drapeaux, symboles religieux païens et la nuit illuminée de torches. Ses discours étaient suivis par des défilés. D'Annunzio n'était pas fasciste, mais le cérémonial qu'il mit en place à Fiume eut une influence décisive sur Benito Mussolini, qui lui emprunta le salut romain, son utilisation des symboles et sa façon de parler en public. Des mises en scène analogues ont depuis été organisées un peu partout par d'autres gouvernements, même démocratiques,
L'impression générale doit en être grandiose, mais c'est la façon d'orchestrer les détails qui fait leur efficacité. Il faut solliciter tous les sens, susciter des émotions variées. L'objectif est de distraire le peuple. Et rien n'est plus distrayant qu'une multitude de détails. Feux d'artifice, drapeaux, flonflons, uniformes, parades militaires, communion des âmes. Tout cela brouille l'esprit, surtout lorsque cela éveille des émotions patriotiques. Pour conclure, soulignons le pouvoir qu'ont les mots d'égarer, de distraire, de flatter la vanité de l'autre. Mais le plus séduisant de tout, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on communique sans rien dire. Les mots viennent aisément et les gens s'en méfient. Dire le mot juste est à la portée de n'importe qui, mais les mots s'envolent. Ils n'engagent à rien et s'oublient vite. Tandis que le geste, le judicieux cadeau, le détail personnalisé ont une consistance et une vie plus réelles. Ils touchent bien plus que de grandes déclarations d'amour, car ils parlent d'eux-mêmes et signifient davantage que ce qu'ils sont. Ne décrivez jamais vos sentiments. Faites-les deviner par vos regards et vos gestes. C'est le langage le plus convaincant qui soit. Symbole, le banquet. Un festin est préparé en votre honneur. Le plus grand raffinement a été déployé. Décoration florale, art de la table, choix des invités, danseuses, musique, menu élaboré et vin délicat. Un banquet délie les langues et lève les inhibitions. A contrario, la présente règle s'applique toujours, sans exception. En séduction, le détail est tout.